On est reparti pour cette deuxième partie donc, de la session, donc consacrée donc, aux questions déjà maintenant plus pointues en fait, sur les modes de gestion. Donc avec deux premières interventions qui portent sur des questions de compétition entre les cheptels apicoles et les communautés d'abeilles sauvages. Donc j'appelle donc Fabrice Requier et puis Mathilde Baude, donc chercheurs donc à Paris-Saclay et puis à Orléans, donc pour une intervention sur l'évaluation en fait des risques qui peuvent exister, de ces risques de compétition, quoi. Donc l'idée pour nous, en effet, c'est bien de ne pas stigmatiser en fait, l'apiculture. Il y a bien d'autres problèmes plus importants par rapport aux communautés d'abeilles sauvages, mais de comprendre ce qui se passe. Donc à vous, Fabrice, je te laisse la parole là. Tu peux partager ton écran. Bonjour à tous. Oui, alors je vais partager. Alors, zut. Alors, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bien. Il y a toujours un petit décalage, hein, t'en fais pas. OK. Et En là, fait, c'est mon partage écran. l'écran. Ouais, ça marche. OK, très bien. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce projet en cours, donc l'estimation du risque de compétition entre cheptels apicoles et pollinisateurs sauvages. Donc, c'est un projet donc, qui a commencé il y a 7 mois et pour lequel on est plusieurs partenaires de recherche, mais aussi, donc Adrien en a parlé auparavant, donc le réseau des réserves naturelles de France est aussi partenaire de ce projet. Donc initialement, on avait marqué Mathilde Baude et Fabrice Requier pour la présentation. Je vais finalement m'en charger. On avait mis Mathilde Baude au cas où je serais en mission, mais voilà, confinement et les raisons sanitaires m'ont empêché d'être en déplacement. Donc, ce projet COPOL a été financé par l'ADEME, donc c'est un projet de co-construction autour d'approches de sciences participatives et sur des enjeux de conservation de la biodiversité en particulier. Donc, on est plusieurs partenaires, donc le laboratoire EGCE donc à Gif-sur-Yvette, où je suis installé, mais aussi bien sûr les réserves naturelles de France, donc avec Adrien Jens, mais aussi donc l'Université d'Orléans et l'INRAE à Avignon et à Grenoble. On a aussi intégré des experts dans ce projet avec David Genoux et Benoît Gélin. Et donc, ce projet se base sur un constat actuel. Donc, outre l'importance des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs pour la production agricole, les pollinisateurs les plus utilisés dans l'agriculture sont les cheptels apicoles pour la pollinisation des cultures dépendantes à la pollinisation. Et le problème est que ces cheptels font face à des pressions de l'intensification de l'agriculture, donc avec l'exposition aux pesticides, mais aussi le manque de ressources florales. Donc ces apiculteurs souhaitent de plus en plus, c'est le mouvement actuel, s'éloigner de ces zones agricoles pour préserver la santé des cheptels apicoles et souhaitent donc de se rapprocher des zones protégées, des zones naturelles protégées, pour la conservation de leur cheptel. Ça, c'est un fait actuel qui est problématique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les zones protégées, les zones naturelles protégées sont des zones refuges. Donc, le mot refuge n'est pas facile, mais ce sont des zones de conservation des pollinisateurs sauvages, qui peuvent être les abeilles sauvages, mais aussi d'autres pollinisateurs tels que les diptères, les lépidoptères, coloptères et autres. Et que l'ajout de ces cheptels apicoles peut entraîner des risques de compétition pour l'accès à la ressource alimentaire. Donc l'ajout de 200 ruches dans un espace restreint, et en effet, peut être un risque de dépléter les ressources florales disponibles. Donc cela crée un conflit actuel, il y a un conflit croissant entre deux parties, les apiculteurs qui souhaitent
conserver la santé de leur cheptel en se rapprochant, en s'écartant des zones agricoles et se rapprochant des zones protégées, et les gestionnaires naturalistes de ces zones protégées qui souhaitent conserver l'état actuel, voilà, protégé pour les pollinisateurs sauvages. Donc tout l'enjeu de ce projet Copol, et donc on est dans une approche socio-écologique, on va dire. Donc c'est autour de ce conflit entre apiculteurs et naturalistes est basé ce projet. Et on souhaite, le projet a 3 objectifs. Un premier objectif assez simple, c'est de faire une synthèse quantitative des connaissances sur ce risque de compétition entre pollinisateurs. Donc, il y a déjà des synthèses, des revues des synthèses de littérature qui sont présentes, mais là, on avait l'intention de faire une synthèse quantitative pour essayer de voir s'il y a des contextes dépendances, donc des habitats ou des zones biogéographiques qui seraient plus aptes à créer des risques de compétition ou d'autres plus souples face à ce risque de compétition. Ça, c'était le premier objectif du projet. Le deuxième, qui est le côté un peu plus original, ce serait de construire un modèle théorique pour étudier ce risque de compétition, donc un modèle assez mathématique. Et enfin, le troisième est de tester ce calcul, ce modèle théorique, sur un cas d'étude. Donc, on avait choisi pour commencer avec une réserve pilote, c'est la réserve naturelle du lac de Remoré, comme réserve naturelle pilote, qui s'étend pour la suite du projet, qui s'étendra sur d'autres réserves naturelles. Et on a une sous-question qui va dépendre du premier point, donc je vais continuer ma présentation. Donc le premier objectif, c'est cette synthèse bibliographique. Donc on a fait une synthèse sur les 40 dernières années de publications scientifiques, donc sous Web of Science, et on a obtenu 95 articles qui traitaient du risque de compétition. On en a, sur chaque article, on a extrait le contexte paysager de l'étude, mais aussi le pays, donc la localisation de la zone d'étude. Quelles sont les métriques qui avaient été utilisées pour tester ce risque de compétition? Est-ce qu'il y a 2 métriques en général qui sont utilisées, c'est la distance et la densité. Typiquement, dans le paysage, la densité, c'est le nombre de ruches présents par hectare. Et la distance, c'est la distance entre la zone de piégeage, de capture et d'observation des pollinateurs sauvages versus la distance au premier rucher. Donc, c'est 2 métriques qui sont couramment utilisées pour tester le risque de compétition expérimentalement. Et enfin, on a aussi recensé pour chaque article si l'étude portait sur le risque de compétition apis-non-apis, donc centré sur abeilles, ou si elle portait sur les pollinisateurs au sens large, donc le risque de compétition entre les abeilles gérées, ça peut être Apis mellifera, ça peut être aussi des bourdons qui sont utilisés en pollinisation des tomates, par exemple, sur les autres pollinisateurs au sens large, comprenant les diptères, les épidoptères et autres. Enfin, on a fait une partie de statistiques. Donc, je vous présente les résultats rapides de cette première synthèse quantitative. Donc, on n'a pas observé, on n'a pas pu statistiquement démontrer une contexte dépendance dans les 95 articles recensés à l'échelle globale, donc des études qui portaient à la fois sur des sites d'études en Australie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Par contre, ce qu'on a pu constater avec des statistiques très simples, c'est que plus de 65% des articles avaient présenté des effets négatifs de la présence des abeilles mellifères sur les cortèges de pollinisateurs sauvages. Et enfin, seulement moins de 20% des articles incluaient d'autres pollinisateurs que les abeilles. Donc, la majorité des articles faisaient une focale sur le risque de compétition apis, non-apis, sans inclure les autres insectes pollinisateurs. Ici, je présente 2 graphiques de cette synthèse quantitative, qui sont les graphiques les effets les plus notables qu'on a pu constater. Donc, en X, vous avez donc, sur le graphique de gauche la distance au premier rucher. Donc, chaque point, vous avez des points ici, c'est une étude qui a observé en 1, observé un risque de compétition significativement, en 0, pas de risque de compétition, et en X, nous avons du coup la distance au premier rucher. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en effet, il y avait
Donc, plus les ruchers sont loin, moins le risque de compétition est grand. Donc, c'est une validation des hypothèses théoriques. La présence de ruchers à proximité augmente le risque de compétition. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, les deux couleurs, il y en a la couleur en bleu, c'est les études qui ont porté que sur Apis non Apis, et en rouge, on a les études qui ont porté sur Apis et les autres pollinateurs. Donc ça, c'est assez surprenant. On avait plus de risques de compétition en focalisant sur Apis non Apis que lorsqu'on incluait les autres pollinateurs. Ça, c'est un résultat assez surprenant qui mérite d'être creusé. Et à droite, nous avons, donc sur cette synthèse bibliographique, en X, la densité de ruches par kilomètre carré, donc une faible densité jusqu'à une très forte densité. Donc toujours les mêmes, en Y, toujours les mêmes constats, donc absence d'observation de risque de compétition ou présence. Et là, bien sûr, cette densité de ruches augmente le risque de compétition. Donc ça, c'est à la fois lorsqu'on focalise sur Apis non Apis ou en rouge sur les pollinateurs au sens large. Donc ça, c'est assez nouveau. Ce n'est pas une méta-analyse en tant que telle, mais c'est un premier pas vers une synthèse quantitative des connaissances qui nous ont permis d'identifier deux facteurs clés, deux métriques clés qui sont la distance et la densité de ruches pour, sur le terrain, estimer ce risque de compétition. Le deuxième objectif, donc comme je l'ai dit auparavant, c'est d'estimer théoriquement, essayer de calculer théoriquement le risque de compétition dans un paysage, d'une façon générique, que ce soit dans une réserve naturelle ou dans un milieu agricole ou une ville, donc des habitats urbains. Donc après plusieurs tests, on a convergé vers un calcul qui semblait générique, qui comprenait. Donc, c'est une différence en fait entre les ressources disponibles, donc c'est la quantité par exemple de pollen ou de nectar disponible par jour et par surface. Donc, la surface, ça peut être une réserve, dans notre cas, ce sera le cas, une réserve ou ça peut être un pays ou en plus petite échelle, un jardin. Donc, cette ressource disponible, c'est l'offre en ressources alimentaires. Elle sera déplétée, elle sera utilisée par des pollinisateurs sauvages, donc qui consomment cette ressource soit pollinique ou nectarifère, par jour, par surface, et également par la consommation des abeilles mellifères, donc des cheptels apicoles, par jour et par surface. Ah, j'entends la cloche. Donc ça, c'est un calcul théorique qui a but d'être générique, et on a pu le tester ensuite sur la réserve de Remoré. Donc comme l'a dit Adrien, cette réserve a fait l'objet de plusieurs suivis à la fois entomologiques, donc sur l'identification d'espèces d'abeilles, de cirfes et de papillons pour les abeilles sauvages, les pollinisateurs sauvages, également des relevés botaniques sur cette réserve et la présence de ruchers apicoles. Donc on a sur cette réserve 21 ruchers, près de 300 ruches dans les 3 km de rayon. Donc je pourrais discuter après des calculs, de comment tout ça a été intégré dans le calcul théorique, mais le résultat intéressant, premièrement, c'était de refléter l'offre en ressources alimentaires basée sur des inventaires botaniques. Chaque plante était susceptible d'offrir une ressource alimentaire. Donc à droite, ici, on a un graphique par rapport aux traits morphologiques des fleurs. Ici, on a le diamètre de la fleur, qui est un bon prédicteur du volume de pollen que peut offrir cette plante. C'est également le cas pour le nectar. C'est juste un exemple, l'exemple du pollen. Et en bas, on a la consommation des insectes pollinisateurs. Donc, Michael Henry avait publié une première relation allométrique concernant le besoin en nectar des abeilles sauvages. Donc, c'est une relation connue. On a essayé de reproduire cette relation allométrique sur le pollen, le besoin alimentaire en pollen des abeilles selon leur taille, donc une relation allométrique, qui semble être le cas. Bon, on a trop peu de points à ce jour pour pouvoir être formel sur cette relation, mais une tendance est assez visible. Donc, on a utilisé ces relations allométriques pour à la fois quantifier la ressource disponible offerte par les plantes et le besoin alimentaire des pollinateurs sauvages et aussi des cheptels apicoles.
Alors, les résultats sont assez intéressants. On a en noir, donc, au cours de l'année, donc de janvier à décembre, on a en noir la courbe en haut, c'est les ressources disponibles. Donc, c'est l'offre en ressources donc ici, on se focalise sur le nectar, hein, sur ce graphique d'exemple. L'offre en nectar sur de la réserve de René-Moré. Et en rouge, on a le besoin alimentaire des ruches présentes sur la réserve de René-Moré. Et en bleu, le besoin alimentaire des pollinisateurs sauvages sur la réserve de René-Moré. On a deux scénarios. Un à gauche, c'est un scénario on va dire bas, et un scénario 2 qui est un scénario haut. Donc la réalité entre les deux, ces deux scénarios sont finalement des cas extrêmes de représentativité de nos échantillonnages. Donc, on a utilisé les tentes malaises, les pièges colorés et les captures au filet. Mais voilà, le gros travail était de quelle est la représentativité de ce piégeage sur les populations à l'échelle de la réserve. Donc, la réalité se resitue entre les deux scénarios. Et les résultats sont les suivants. Donc, on va commencer à gauche avec le risque de compétition entre abeilles mellifères, donc Apis, et les pollinisateurs sauvages au sens large. Donc, on a nos deux scénarios vert et rouge, donc c'est le haut et le bas, la réalité entre les deux. Et ce qu'on peut voir, donc lorsqu'on a un chiffre qui est inférieur à 0, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde, donc il y a un risque de compétition qui s'installe. Donc, il y a deux risques de compétition. Un premier qui arrive en cours de saison, en juillet, avec une estimation qu'un surplus de 24 ruches à cette période-là. Et en fin de saison, une deuxième risque de compétition en octobre, donc à l'automne, avec une estimation d'un surplus de 42 ruches. Donc, ça reste des aspects théoriques qui ont à but d'être validés sur le terrain ensuite. C'est à prendre avec des grandes précautions. C'était juste pour illustrer le modèle théorique. Et ce qui est intéressant, c'est à droite, on a voulu faire le même calcul en considérant juste la compétition entre apis et non-apis, donc les abeilles sauvages. Donc, ce qui est jusqu'à présent, la majorité des études se focalisent sur ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en focalisant sur le risque de compétition apis-non-apis, on sous-estime le risque de compétition de 24 à 85% par rapport au risque de compétition qui intégrerait les papillons, des cirfes en plus. Voilà, donc c'est assez, en conclusion, en perspective plutôt, l'idée d'aller au-delà du risque de compétition entre apis et non-apis, d'inclure les autres pollinateurs que les abeilles. Deux pistes de recherche aussi sont vraiment importantes, c'est d'investir dans les études de traits fonctionnels, à la fois sur les plantes et les insectes. Donc, typiquement, les plantes, c'est la production de pollen et la production de nectar par espèce. Et pour les insectes, c'est leurs besoins alimentaires. C'est des données qu'on a vraiment, qui ne sont pas communes dans la littérature et qui sont clés pour ce genre d'études, mais pour d'autres aussi. Et enfin, il y aurait des suivis de terrain scientifiques à mettre en place pour pouvoir valider ces approches théoriques qui ont pour but pour l'instant c'est assez, on va dire, préliminaire. Et donc voilà, c'est un projet en cours qui finira, pour l'instant, qui devrait finir en juillet. Donc, il y aura probablement un report de fin de projet et qui se reconduira sur un projet plus consistant par la suite. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et merci pour votre attention. Merci Fabrice. Donc, on voit qu'on est de plus en plus pointu sur l'évaluation de ce risque de compétition, donc c'est très, très intéressant. Au niveau des questions, je ne vois pas de main levée. Dans le chat, j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions. Laurent, est-ce que tu as le temps de faire un petit tour, hein? Il n'y a pas de réaction. Il y a une réflexion d'Henri Savina qui précise que la ressource peut ne pas être le seul paramètre pertinent. Les apis chassent aussi les petites abeilles sauvages des fleurs sur lesquelles elles butinent. Et ce dérangement en lui-même, s'il est trop important, peut jouer un rôle. Voilà, c'était juste une réflexion, mais je n'ai pas de question pour l'instant. Ah si, une question de Bertrand Schatz qui demande qu'en est-il du risque de compétition entre apis? Ce modèle pourrait servir aux apiculteurs en visant synergie avec conservation des pollinisateurs sauvages. Alors, tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, cette perspective. Bon, pour l'instant, c'est assez théorique. Donc, on a quand même pour but de rendre un modèle théorique générique, donc on puisse le tester
tester le risque de compétition entre, par exemple, bombus gérés et les pollinisateurs sauvages sur les cultures de tomates, par exemple. Ça pourrait être un cas d'étude. Ou entre apis, donc apis gérés versus apis non gérés. C'est un des projets aussi des applications potentielles. On n'a pas, avec Adrien, pour l'instant, on n'a pas recensé les colonies d'Apis mellifera non gérées sur les réserves, mais c'est une jolie perspective qu'on avait en tête avec des collègues. C'est une application possible, en effet, de tester le risque de compétition Apis avec Apis géré, Apis non géré. J'ai une question de merci. On se focalise vraiment sur le risque de compétition, sur les ressources utilisées, donc la déplétion des ressources. Ça, c'est vraiment le côté le central de cette étude. Ok. Donc une question d'Alexandre sur la méthode d'estimation. Existe-t-il des outils faciles à mettre en œuvre pour les gestionnaires pour estimer la capacité de nourrissage d'un site? Facile, non. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui est simple. On manque crucialement d'informations sur l'offre en nectar et en pollen par espèce, par plante. Sans ces données-là, on ne peut pas avoir d'estimation de ressources disponibles sur un espace défini. Et donc voilà. Donc pour l'instant, le maillon faible, c'est avoir des données de terrain sur le disponible en nectar et en pollen par espèce. Nous, ce qu'on a essayé de faire, vu qu'on manquait d'informations, on a essayé de prédire pour les espèces pour lesquelles on n'a pas d'informations, quelle est la quantité de nectar qu'elles pourraient produire, donc avec ces approches de morphologie des fleurs et de relations allométriques. Donc voilà, c'est déjà pas simple d'une part, et ça engendre des biais, des potentiels biais qui seront à estimer. Donc la réponse sera pas, il n'y a rien qui est simple, et au jour d'aujourd'hui, c'est encore dans les tuyaux de développement scientifique. Ce serait intéressant qu'au niveau du réseau des espaces protégés, en effet, on soit capable de mettre en place ces méthodes pour quantifier. Je pense que ce que tu avais sur Romoré, donc on essaie de le faire sur d'autres réserves naturelles, et tu t'es bien rendu compte qu'on n'était pas forcément capable de te fournir ces éléments pour quantifier la ressource florale. Donc nous, on est demandeurs en effet de qu'est-ce qu'il faudrait intégrer dans nos plans de gestion pour être capable de faire cette manip. Oui, c'est vraiment important. L'idée vraiment de départ a été de voir comment ces inventaires simples de flore comme entomologiques pourraient être réutilisés dans des questions de conflit, comme c'est le cas dans cet exemple-là. On se heurte vraiment à des problèmes techniques, c'est-à-dire que chaque réserve a ses approches ou ses façons de rentrer les données. Donc ça, c'est un premier problème technique. Et là, ce projet pourrait apporter une sorte de trame sur comment les données pourraient être formatées pour qu'elles soient réutilisées ensuite en recherche. Ce serait une première application simple. Et la deuxième, ce serait quelles sont les données manquantes qui pourraient être ajoutées pour traiter de ces questions-là d'offres disponibles en ressources alimentaires pour les pollinisateurs. Donc là, c'est sur l'offre en nectar et en pollen par plante, c'est les données qui me viennent à l'esprit en premier. Il y a Cédric qui a levé la main. Ouais, sachant, on prend la dernière question de Cédric, puis après on avance parce qu'on a pris du retard. Cédric. Ouais, désolé alors de reposer une question de dernière minute. Je me posais une question par rapport au graphique présenté avec toutes les réserves en fait sur leur interprétation, et on était identifié en fait qu'il y avait compétition, appartements ont passé en dessous de 0. Et est-ce qu'on peut pas imaginer qu'à partir du moment où ils exploitent pas forcément les mêmes plantes, la même façon de pollen ou le nectar, que cette compétition intervient avant qu'on passe sous ce niveau de 0? Tout à fait. Là, je pense vraiment on devrait mettre un niveau intermédiaire de confortable, parce que là, on inclut dans ces calculs que les cirques, les abeilles sauvages et les papillons, mais on sait qu'il y a d'autres insectes pollinateurs qui sont dépendants de ces ressources offertes. Donc, le seuil ne devrait pas être à 0, mais un peu plus haut pour avoir une marge de sécurité. Et le deuxième, ça c'est la première réponse, et la deuxième réponse, c'est en effet, on n'a pas
on n'a pas distingué les espèces généralistes des espèces spécialistes. Donc, il est fort probable que certaines espèces soient encore plus sensibles. Donc, certaines espèces devraient avoir réélevé le niveau, non pas à zéro, mais à, je sais pas, une quantité supérieure. C'est tout à fait judicieux de proposer une zone de confort qui sera un peu plus élevée. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense qu'on va passer à l'intervention suivante, mais qui va bien compléter ce travail en fait sur la compétition entre le cheptel apicole et puis espace protégé. Donc, Pascal Cavalin, donc, tu vas pouvoir partager ton écran, ouvrir ton micro. Donc, c'est vrai que vous avez une très intéressante expérience au Conservatoire du Littoral, parce que comme tous les gestionnaires, vous êtes sollicités par les apiculteurs pour utiliser vos propriétés, bien entendu. Et vous avez essayé d'avoir une réponse cohérente face à cette demande. Donc, c'est l'objet de ton intervention. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonjour. D'abord, merci pour l'invitation également. Effectivement, j'ai découvert aussi les travaux de Fabrice Riquet qui sont au moins complémentaires, voire mieux sur ce qu'on a proposé nous en lien avec l'INRAE en 2018. Petite rapide introduction historique. En fait, en 2012, le ministère de l'Environnement associé à l'OPI ont alerté le Conservatoire du littoral sur la pression qu'allait subir l'établissement sur des demandes d'installation de ruchers avec le report des activités apicoles vers les milieux naturels. Le premier réflexe de l'établissement, ça a été de se dire que sur à peu près la centaine d'apiculteurs conventionnés par la voie de conventions d'autorisation et d'occupation temporaire, on allait probablement y mettre fin ou en tout cas réduire les choses. Ce qui a provoqué un tollé au niveau des apiculteurs, du monde apicole, et on s'est retrouvé un peu face à la question scientifique qui nous disait, vous agissez, vous prenez des mesures de prévention, mais sur quelle base? Et rapidement, on s'est dit que cette base-là, on n'en avait pas, en dehors de quelques publications, on va dire, européennes, des publications allemandes qui donnaient un nombre de densités de ruches au kilomètre carré, des choses sur lesquelles on avait plus ou moins basé notre argumentaire. Et rapidement, les apiculteurs, notamment de la région méditerranéenne, nous ont opposé le fait qu'une situation allemande n'était pas du tout une situation du bassin méditerranéen et nous ont demandé d'appuyer nos décisions, non pas comme ça de manière empirique, mais plus sur un fondement scientifique. On s'est retourné vers l'INRAE. À l'époque, c'était l'INRA d'Avignon et puis Verstea de Provence, qui depuis ont fusionné, et on a financé une étude sur 3 ans, de 2015 à 2017, sur la Côte Bleue, qui est située dans les Bouches-du-Rhône et qui fait 3604 hectares du domaine protégé du conservatoire. Pourquoi on a choisi ce site-là? Parce que les acteurs apicoles qui avaient fortement réagi étaient notamment issus de ce site-là. L'un d'entre eux avait des responsabilités syndicales en tant qu'administrateur à l'échelle nationale et donc pouvait éventuellement, on va dire, revoir les pressions qu'ils avaient effectuées sur le ministère de l'Agriculture. Je ne reviens pas sur la méthodologie qui sera employée, enfin qui a été employée, mais globalement, on a un premier temps d'analyse du site où avant, l'idée c'était d'obtenir une image de l'utilisation apicole du site du conservatoire. En gros, on croyait que l'on n'avait que 17 conventions qui portaient sur 24 ruchers et ces 24 ruchers totalisaient 600 colonies. Autant vous dire que aujourd'hui, le Conservatoire du littoral, en 2020, accueillait 2500 colonies d'abeilles mellifères domestiques, à peu près une centaine d'exploitants. On voit tout de suite que le site de la Côte Bleue, c'est celui qui est importante. J'ai entendu quelqu'un qui voulait réagir? Non. Donc, je continue. En fait, dans la réalité, après une phase d'analyse aux côtés de l'INRA, on se trouve qu'il n'y a pas 17 conventions, mais il y en a 19, et que finalement, les 24 ruchers existants, certains ont disparu, notamment plutôt des ruchers amateurs de petite taille, entre 10 et 20 unités, mais par contre, le nombre d'emplacements a été occupé par des apiculteurs professionnels et eux déversent en fait de manière transhumante un certain nombre de colonies qui portent le nombre total de colonies à 719 aujourd'hui connus.
Vous avez une carte actualisée avec en bleu la propriété du conservatoire du littoral sur le site de la Côte Bleue, et puis les emplacements des ruchers qui ont évolué entre ce qu'on connaissait empiriquement et la réalité de positionnement géographique. L'étude ne tient pas compte du positionnement d'un certain nombre de ruchers amateurs en dehors du site du conservatoire, et on sait qu'ils sont nombreux, puisqu'en fait, beaucoup de propriétaires ruraux locaux ont une à deux ruches qu'ils viennent évidemment positionner en limite de notre territoire, puisqu'on refusait jusqu'à présent d'en prendre des supplémentaires. Voici une petite emprise, la zone d'influence en fait proportionnelle au nombre de ruches présentes, qui avait été calculée à l'époque de manière, je le répète, encore empirique avant l'étude conduite par Michael Henry et Guy Rodet, qui montrait qu'en fait une grosse occupation un peu théorique de l'espace par l'activité apicole, et qui pouvait se traduire par une concurrence sur les pollinisateurs sauvages du site, puisque ce site-là est un site de maquis, romarin et à lavande. Quelques résultats obtenus par l'équipe de Michael Henry et Guy Rodet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, Fabrice Requier est intervenu sur quelques éléments d'apport de cette étude dont il a tenu compte. Je pourrais vous envoyer, à partir d'une sollicitation sur mon mail, en fait, la publication et puis ce qu'on en a fait en termes de résumé. Mais globalement, dans les choses intéressantes qu'ils ont montrées, c'est que il y a une certaine distance d'impact à un rucher sur des pollinisateurs sauvages locaux qui étaient plutôt du genre apoïde, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte, contrairement aux travaux de Fabrice, des autres pollinisateurs sauvages comme les cirfes ou les lépidoptères. Et globalement, on sait qu'aujourd'hui, le succès alimentaire des pollinisateurs sauvages, plus on est proche d'une colonie, plus globalement, il est compliqué pour le pollinisateur à obtenir. Et la nouveauté, et c'est ça qui aussi a intéressé les apiculteurs professionnels, c'est que cette compétition alimentaire, elle n'est pas que interspécifique, elle est aussi intraspécifique, et que l'abeille domestique elle-même, entre colonies, propose une certaine concurrence, et donc il y a une influence sur son succès d'alimentation. Je ne reviens pas sur les travaux liés aux résultats allométriques, où effectivement, globalement, plus il y a de concurrence, plus la taille des abeilles diminue chez les pollinisateurs sauvages. Mais fort de tous ces résultats, un dernier élément, c'est qu'ils ont aussi montré que les pollinisateurs sauvages ont une mémoire de l'emplacement des colonies d'abeilles domestiques, qu'ils font une espèce de zone d'exclusion dans leur recherche alimentaire de ces emplacements-là, et que si on change l'emplacement du rucher entre l'année N et l'année N+1, globalement, on fait deux zones d'exclusion, c'est-à-dire que celle qui est en mémoire, qu'ils continuent à exclure, et la nouvelle dont ils tiennent compte. Fort de tous ces travaux, le conservatoire s'est dit, maintenant on a un fondement scientifique sur lequel on peut s'appuyer, qui montre qu'il y a effectivement une concurrence, en tout cas une possible concurrence importante entre les pollinisateurs sauvages et l'abeille mellifère domestique, mais également une possible concurrence entre les colonies d'abeilles domestiques elles-mêmes sur un même site. Qu'est-ce qu'on en a fait? La première chose, l'idée, c'était de ne pas stigmatiser l'usage apicole, qui a d'autres difficultés, et je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure dans les introductions. Et donc, on n'a pas opposé pollinisateurs sauvages et abeilles mellifères domestiques. On s'est plutôt dit, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer sur un réseau de sites du Conservatoire du littoral, à peu près aujourd'hui 850 sites opérationnels, 213 000 hectares de propriétés. Comment est-ce qu'on pouvait agir? Eh bien, la première chose qui a été décidée pour assurer la profession apicole, c'est de dire on maintient les unités apicoles historiques présentes sur les sites du conservatoire dès lors qu'elles sont conventionnées officiellement avec l'établissement public. Donc ça, c'était un premier message envoyé notamment au ministère de l'Agriculture, qui est une de nos tutelles, pour le rassurer sur les intentions de l'établissement, de ne pas exclure l'activité apicole, puisqu'un certain nombre de productions de miel de qualité sont régulièrement médaillés, enfin issus des terres du conservatoire, sont régulièrement médaillés au niveau du concours général agricole, et que ça aurait fait un peu tâche qu'un établissement public prenne une décision un peu radicale. La deuxième chose, c'est qu'à l'opposé, on a aussi décidé, et ça a été validé par le conseil d'administration en juin 2018, de mettre en place un réseau de sites dédié à ces enjeux de conservation des pollinisateurs sauvages, notamment sur des zones considérées prioritaires
par à la fois les travaux publiés par l'OPI, par un certain nombre d'inventaires dont on disposait, donc l'arc alpin, le bassin méditerranéen et l'Aquitaine, qui ont été considérés plus prioritaires sur les enjeux littoraux. On a également décidé, au travers de principes d'action, c'est-à-dire une espèce de doctrine adoptée par le conseil d'administration et qui permet à nos gestionnaires d'avoir un espèce de bouclier à opposer par rapport à des demandes d'usage de plus en plus fréquentes sur les sites du conservatoire. Rien qu'en 2020, on a eu à peu près une cinquantaine de demandes d'installation complémentaires de ruchers sur les sites du conservatoire. Donc, je dirais que la pression continue. Et donc, notre idée était de maîtriser cette densité, notamment sur les zones prioritaires, dans l'idée de ne pas contribuer à augmenter la pression telle qu'elle existait déjà et telle que les impacts avaient probablement déjà eu lieu. L'idée aussi était de définir un réseau de sites dédiés sans usage apicole, donc sur lequel on pourrait dire systématiquement non à la présence de l'apiculture sans avoir à diminuer la densité ou à retirer les autorisations d'occupation, notamment d'exclure les sites insulaires, les petites îles de Méditerranée, on avait pas mal de demandes et donc systématiquement c'est un non, ou toutes les réserves naturelles nationales ou régionales sur lesquelles il n'y a pas d'usage apicole actuellement. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est le périmètre du conservatoire et quelqu'un qui veut mettre sa ruche à proximité du périmètre mais en dehors de sa propriété, c'est totalement faisable et donc l'impact aura lieu. Oui, c'est le cas, mais l'idée n'est de ne pas rajouter à l'intérieur même de l'action de l'établissement cette pression-là. L'idée aussi était de travailler dans le temps et l'espace une espèce d'hétérogénéité dans la gestion des milieux qui abritent les sites du conservatoire dans le cadre des plans de gestion et de privilégier un nouveau mode de gestion qui serait d'introduire la libre évolution ou la naturalité suivant comment vous entendez le concept. L'idée étant de proposer à terme, dans les 10 ans à venir, à peu près 20% de la surface et du domaine du conservatoire à ce nouveau mode de gestion pour privilégier des réactions naturelle, spontanée et de reconquête, on va dire, férale de ces habitats. Et puis, on a aussi inclus dans les cahiers des charges des conventions d'usage agricole qui conventionnent avec 1200 agriculteurs aujourd'hui un certain nombre de nouveaux items qui permettent la prise en compte des pollinisateurs sauvages. Ça peut passer par l'extension de la zone de présence d'une haie, se dire que la haie, elle fait plus de 3 mètres de large, notamment elle contient une berne qui est non broyée, non fauchée, ou fauchée, on va dire, tous les 2 à 3 ans en fonction d'avis du gestionnaire, en fonction de la météorologie. Enfin, l'idée, c'était de proposer, toujours en lien avec l'INRAE, enfin l'INRAE qui comprend l'INRA et l'IRCEA qui ont fusionné depuis, une expérimentation liée à la reconquête et la restauration d'habitat. Donc, sur la Côte Bleue, on a une nouvelle phase d'étude avec les mêmes protocoles, sauf que sur certains emplacements ou à proximité d'emplacements de ruchers ou de zones dédiées à l'étude, enfin sur les placettes qui avaient été dédiées à l'étude de phase 1, on a procédé à la restauration d'à peu près une trentaine d'hectares d'habitats de garrigues et de romarins, avec les recommandations de l'IRSTEA sur la hauteur, sur le mode de fauche, sur le fait qu'on puisse en fait augmenter par un entretien plus régulier la floraison, notamment du romarin, qui constitue une des sources principales d'alimentation à la fois des abeilles et à la fois des pollinisateurs sauvages. On ne sait pas si, l'étude est en cours. La Covid-19, évidemment, a mis à mal la saison de terrain 2020, donc on va la reporter en 2021 en croisant les doigts. Mais l'idée, c'est de pouvoir démontrer que dès lors qu'on améliore, on agit sur la qualité des habitats, on peut peut-être commencer à freiner la compétition alimentaire qu'il y a sans avoir à réduire la densité des ruches. Donc ça, c'est un peu l'idée générale et on va essayer, c'est l'hypothèse de travail, essayer de tester en fonction des résultats les choses. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que la densité qui intervient, puisque notamment en 2018, on a eu une floraison exceptionnelle sur le site de la Côte Bleue, où on a enregistré des productions de mielés d'à peu près une centaine de kilos sur certaines ruches en moins de 15 jours. Donc, je ne sais pas si ça peut vous montrer un peu la difficulté d'intervention. Et tout à l'heure, la question auquel a répondu Fabrice Requier de savoir s'il y avait un modèle qui permettait de connaître à l'avance la ressource apicole. Oui, c'est très compliqué et c'est encore plus compliqué puisqu'en fait, le climat va influer de manière très forte sur la capacité du milieu à produire cette ressource-là,
puisque de mémoire d'apiculteurs, sur le site de la Côte Bleue, une production de 100 kg de miel en 15 jours par une colonie n'a jamais été observée. Le maximum qui avait été fait, c'était à peu près 30 kg. Donc, c'est pour vous montrer ce différentiel qui peut être important. En résumé, avant que la cloche ne retentisse, et peut-être pour rattraper un peu de retard, ces principes d'action votés par le conseil d'administration du conservatoire et qui s'imposent à nos gestionnaires de sites, en gros, dit qu'il faut maintenir les colonies existantes, qu'il y a une densité maximale visée et qu'il faut aujourd'hui, dans les sites du conservatoire, envisager de réduire ou de limiter les nouvelles installations, réduire les cheptels existants. C'est le cas de la Côte Bleue aujourd'hui. Tous les emplacements qui se libèrent parce que nos amateurs vieillissent et disparaissent de la circulation, on ne les offre plus à la réoccupation. Donc, l'idée étant sur la Côte Bleue de limiter le nombre de colonies présentes. Et il y a d'autres sites comme la Forêt d'Orient où on fait du miel de tilleul, où on fait la même chose. Chaque nouvelle demande est examinée, pour savoir si on est effectivement sur des sites où on peut se permettre ce genre d'installation ou au contraire, on n'est pas du tout enclin à accepter, puisque les grands sites supérieurs à 500 hectares en propriété du conservatoire, la moitié de leur surface sera désormais dédiée aux pollinisateurs sauvages. Sur les sites importants, mais néanmoins inférieurs à 100 hectares, sans exploitation apicole aujourd'hui reconnue, pareil, on va les garder pour les pollinisateurs sauvages. Et puis l'idée étant de construire avec nos gestionnaires des programmes annuels sur des actions spécifiques qui pourront permettre d'optimiser l'état de conservation des habitats et notamment des agrosystèmes qui sont sous la responsabilité du conservatoire. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai répondu en tout cas, je ne sais pas comment on arrête la présentation. Oui, tout à fait. Les réponses sont très, très claires et je pense que nombre de gestionnaires pourront s'inspirer de la démarche du Conservatoire du littoral sur la Côte Bleue. Je regarde, donc je ne vois pas de main levée. J'ai vu dans le chat, en effet, que beaucoup de personnes applaudissaient votre démarche demandant de s'en inspirer. Laurent, est-ce que tu as noté plusieurs questions? Une question d'Aurélie Bernat qui s'interroge sur, en parallèle des actions réalisées avec les apiculteurs professionnels, est-il prévu de sensibiliser également les apiculteurs amateurs? Alors oui, on est en lien évidemment avec l'ADA France, qui est un des syndicats apicoles, parce qu'en fait, le monde apicole en France est très désorganisé, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme l'agriculture où il y a 3 grands syndicats un peu majoritaires et qui font la pluie et le beau temps. Au niveau apicole, il y a une multitude de petits syndicats apicoles, très souvent de portée régionale ou locale, qui n'arrivent pas à s'organiser pour se faire entendre d'une seule voix. Et donc, on travaille avec plusieurs de ces petits syndicats apicoles pour toucher le monde amateur au travers un peu les représentations liées à des encadrements sanitaires de la production de miel en France. On est en train de finaliser une plaquette de présentation à la fois de l'intérêt des pollinisateurs sauvages, de la pollinisation en France, mais également de nos principes d'action. L'idée étant qu'elle diffuse auprès de nos membres conventionnés, donc la petite centaine d'apiculteurs pros et amateurs aujourd'hui sous convention du conservatoire, en leur demandant de bien vouloir diffuser l'information et on tiendra à leur disposition des plaquettes qui permettent d'informer le copain, le collègue ou l'assemblée générale qui aura lieu localement. Pour tout vous dire, on a quand même des mesures, des contre-mesures de communication aujourd'hui, c'est-à-dire que montrer et démontrer aux apiculteurs qu'il y a aussi une concurrence intra-spécifique dès lors qu'on sature le milieu en colonies d'abeilles mellifères ne passe pas du tout. Le milieu professionnel s'est organisé et on a un certain nombre de nos apiculteurs qui nous ont renvoyé des plaquettes ou des réactions sur les réseaux sociaux du monde apicole qui montraient que globalement, la lutte était en train de s'organiser contre les gestionnaires d'espaces protégés qui allaient refuser l'occupation à la profession. Et donc, ce n'est pas gagné. Je pense qu'il y a besoin de communiquer notamment sur les résultats de l'étude, de le faire savoir et de montrer que ce n'est pas l'intérêt des apiculteurs de rentrer en guerre contre les espaces naturels, parce que très souvent, c'est d'abord les derniers refuges pour les productions d'une miel de qualité, je pense notamment aux résidus pesticides, et que ce n'est pas en luttant contre des gens qui peuvent avoir des influences au niveau des ministères pour que la qualité des agrosystèmes, elle, puisse s'améliorer dans le temps. Et je pense que c'est là tout l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas dans la qualité de nos espaces naturels, ils le sont déjà pas mal, on peut toujours les améliorer. C'est un peu les travaux qu'on conduit en ce moment avec l'INRAE.
mais que l'enjeu pour réussir la conservation des pollinisateurs sauvages, à mon sens, elle est dans l'amélioration de la qualité des agrosystèmes, et c'est forcément par la PAC que ça peut passer, et pour l'instant, on n'en a pas pris la bonne voie, quoi. Merci. Il y a deux nouvelles questions. Une question de Lucille Stanica qui vous demande de repréciser le seuil de la densité maximale définie, ou savoir si pour les pollinisateurs sauvages, ce seuil est à 50% des surfaces. Globalement, oui, il est à 50% des surfaces dès lors que le site du conservatoire fait plus de 500 hectares. Sur le moins de 500 hectares, globalement, ce qu'on a décidé, c'est si le site n'a pas d'occupation apicole avérée, dans ces cas-là, il n'y en aura pas. Par contre, s'il y a une occupation apicole déjà réalisée, l'idée, c'est progressivement, au gré des disparitions ou des arrêts des conventionnements, de ne pas renouveler l'emplacement du rucher. Mais c'est très long parce qu'un emplacement de rucher sur un site du conservatoire, maintenant, les gens se disent que ça vaut de l'or et donc ils ne sont pas prêts à mettre fin à leur occupation. Mais globalement, sur la Côte Bleue, on a une petite tendance à la diminution. Sur la forêt d'Orient, on a diminué. On a à peu près retiré 25% de la pression apicole. Et sur d'autres sites, on va continuer. Après, sur des sites historiques, comme par exemple l'île d'Ouessant, on ne va pas diminuer la chose, parce que d'abord, c'est un conservatoire d'abeilles noires. Et donc, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans nos préconisations, on conseille à une occupation sur les sites du conservatoire basée sur un cheptel d'abeilles noires et non pas d'abeilles lambda, parce qu'il existe plusieurs variétés. Et donc, on accueille aujourd'hui, à ce jour, 3 des 7 conservatoires régionaux de l'abeille noire en France. Et donc, là-dessus, on a plutôt un soutien à la filière apicole de la part de l'établissement, qui est un autre signal que l'on envoie en disant, vous voyez, on n'est pas contre l'apiculture, on est plutôt dans un support, mais ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Merci beaucoup. Je vous mets mon adresse mail pour ceux qui souhaitent. Je peux envoyer les principes d'action. Je peux vous envoyer un extrait de l'espace naturel numéro 65 sur lequel, avec Michael Henry, on avait fait un petit résumé à destination des gestionnaires de sites qui peuvent vous intéresser. Et puis, voilà, si vous avez des questions personnelles, pas de souci, je pourrai répondre aux mails. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en effet, les réponses là, de Pascal Cavaillon font bien le lien avec l'intervention suivante.